Dans les médias, on voit souvent passer les montants des dettes des grands clubs de football. Ces chiffres, ils sont souvent immenses, ils donnent un peu le vertige, mais il y a une question que personne ne pose. Est-ce qu'un club de football endetté, c'est quelque chose de mauvais? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Récemment, quand il y a eu toutes ces discussions au sujet de la Super League, on voyait des personnes qui disaient « c'est pas étonnant que ces clubs veuillent créer une ligue fermée ». En fait, ce sont des clubs qui sont hyper endettés et la seule façon de réduire leurs dettes, c'est de créer une compétition où les revenus seraient beaucoup plus importants pour eux. La dette, d'une façon générale, c'est souvent une chose qu'on lance comme ça à la figure des supporters. On se lance ces chiffres pour discréditer les clubs. Oh, le Barça, regardez la dette qu'ils ont, c'est scandaleux. Et les supporters du Barça disent non, mais regardez la dette du Real, c'est pas beaucoup mieux. Alors on va essayer de faire un peu le tri, de répondre à la question du jour. Mais pour commencer, il faut quand même que je dise que la dette, c'est quelque chose d'assez complexe. En fait, on peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Toutes les personnes qui ont quelques notions d'économie savent qu'au moment de boucler les comptes à la fin de l'année, on peut un peu manipuler les montants, les maquiller, les faire apparaître plus grands que ce qu'ils sont vraiment ou plus petits que ce qu'ils sont vraiment. On fait les choses comme ça nous arrange. Et la dette, elle n'échappe pas à ça. En fait, tout dépend de la façon dont on la calcule. On pourrait dire que la dette, c'est ce que vous, en tant que club de football, vous devez à des banques qui vous ont prêté de l'argent, à des fonds d'investissement qui vous ont prêté de l'argent, c'était le cas de l'AC Milan il y a quelques années, ou même à votre propriétaire, à votre actionnaire principal qui vous aurait prêté de l'argent, c'est le cas à Manchester United avec la famille Glazer, et on peut même inclure dans la dette ce que vous, en tant que club de football, vous devez à d'autres clubs à cause de transferts. Ça, c'est une façon de calculer la dette. Donc vous allez voir que si on la calcule avec d'autres critères, on obtient des montants totalement différents et ça, on le voit très souvent dans les médias. Une autre façon de la calculer qui fait exploser ce chiffre et qui fait qu'en tant que lecteur, on se dit « wow, vraiment ces clubs-là sont très endettés, c'est scandaleux », c'est de prendre en fait en compte tout le passif des clubs. Ce qui est inscrit au passif dans la comptabilité, ça veut dire pas seulement l'argent que vous devez à des entités financières, mais aussi les salaires que vous allez devoir payer à vos employés, pourquoi pas le loyer du stade que vous allez devoir payer à la mairie, l'électricité que vous allez devoir payer à l'entreprise qui vous la vend. On peut même inclure des fois dans les passifs des prévisions sur les futures pertes. Bref, il y a plein de choses comme ça dans les passifs des clubs. Je ne suis pas expert en comptabilité, du coup je n'imagine pas tout ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent en fait être prises en compte dans le calcul et ça donne lieu à des chiffres vraiment très différents. Vous le voyez sous vos yeux, des chiffres qu'on calcule si on prend seulement en compte certains critères. Vous voyez, la différence, elle est vraiment importante. Ça n'a pas grand-chose à voir, ça double parfois d'un calcul à l'autre. Et nous, en tant que spectateurs pas très informés, on est souvent très choqués par ces chiffres-là. Donc on voit déjà qu'il faut faire attention, mais il faut encore plus faire attention. Ça, vous allez le découvrir au travers de l'exemple suivant. Je vais prendre comme exemple les deux clubs qui souvent dans les classements font figure de clubs les plus endettés d'Europe, Tottenham et le Barça. Tottenham, selon les derniers chiffres qui datent de juin 2020, ils avaient une dette qui s'élevait à 831 millions de livres. 831 millions de livres, je vous mets l'équivalent en euros. Vous voyez ça, vous vous dites peut-être, oh, est-ce que Tottenham ne serait pas en danger? C'est une situation qui a l'air difficile, c'est quand même un très très grand montant. Mais en fait non, pas du tout. Si Tottenham est autant endetté, c'est qu'ils ont consenti à emprunter de l'argent pour construire leur nouveau stade et ils vont devoir rembourser ce montant sur une très longue durée de temps, 23 ans, à un taux d'intérêt très bas. Du coup, pour eux, ça va. Ils ne sont pas en difficulté. Au moment d'emprunter cet argent, ils savaient qu'ils allaient pouvoir rembourser, ils savaient que ça allait le faire. Pas de souci à se faire. Leur stade, en plus, c'est le stade le plus moderne d'Europe. Il va leur apporter beaucoup d'argent, beaucoup de valeur pour le club, pour l'institution Tottenham. C'est un peu la même chose pour le Real Madrid. Le Real, ils ont une très grande dette, mais c'est parce que tout récemment, ils ont consenti à emprunter 575 millions d'euros pour rénover leur stade, qu'ils vont devoir rembourser sur 30 ans à un taux d'intérêt très bas. Pas de quoi s'affoler, ils ne sont pas dans une situation compliquée, tout est sous contrôle. Et en plus, dans le cas de Tottenham et du Real, on a calculé que ce que le nouveau stade allait nous apporter par année, ça allait surpasser le montant qu'on allait devoir payer chaque année pour rembourser le prêt. Donc on voit deux cas où la dette elle est très élevée, mais où il n'y a vraiment pas de souci à se faire, tout est sous contrôle. Ça ressemble vraiment à, je sais pas moi, une personne qui s'endetterait sur 40 ans pour acheter une maison.
elle va pouvoir rembourser chaque mois. C'est pas parce qu'elle a 600 000 euros de dette qu'elle a la peur de se retrouver à la rue du jour au lendemain. À présent, la situation du FC Barcelone. Vous le voyez ici, ils ont une situation qui pourrait être comparée à celle d'autres clubs. Ils ont l'air d'être plus ou moins dans la norme. Pourquoi est-ce qu'on s'affole autant? Pourquoi est-ce qu'on entend autant parler de la situation économique néfaste du Barça? Si on regarde ces graphiques, ça a l'air d'aller, non? Eh bien en fait, le problème du Barça, c'est qu'ils ont une très grande partie de leur dette à rembourser à court terme. Comprenez par là, une très grande partie de leur dette à rembourser d'ici au 30 juin de cette année. Rien à voir par exemple avec la situation du Real ou de Tottenham qui ont une grande partie de leur dette à rembourser d'ici 2030-2040. Ici, vraiment, il faut distinguer en dette à court terme, dette à long terme. Et ici, sur la dette à court terme, le Barça a de gros problèmes. Le Barça a de gros problèmes parce qu'il n'a pas assez d'argent pour rembourser cette dette qui arrive à échéance dans 1 mois et demi. Et en plus, ils ont déjà ces dernières années consenti à faire beaucoup de prêts, à contracter beaucoup de prêts. Du coup, les organismes financiers, les banques, ils ne vont pas leur prêter de l'argent à des taux très avantageux, surtout qu'on est en pleine pandémie mondiale et qu'il y a la situation de Messi qui est un peu paralysante pour le club. Mais est-ce que le Barça pourrait du coup faire faillite au 30 juin? Non, ça n'arrivera pas, parce que c'est pas ce qui arrive au club de football. Et c'est pour ça aussi que ces questions de la dette, il faut les prendre avec une certaine distance, parce que même si les dettes des clubs peuvent être énormes, les clubs n'ont pas trop de soucis à se faire. Je disais aujourd'hui par exemple que le Barça pourrait très bien réussir à obtenir un prêt de 500 millions d'euros pour payer le prêt qu'ils doivent déjà, mais faire passer tout ça à long terme, restructurer leurs dettes. Ils vont s'asseoir avec les gens à qui ils doivent de l'argent, ils vont dire écoutez, on ne peut pas payer d'ici au 30 juin, mais est-ce qu'on ne ferait pas un accord pour qu'on vous paye dans 2, 3, 5, 10 ans? Nous on peut payer, vous votre argent, vous allez le recevoir, au final tout le monde ressort gagnant. En fait, les situations des clubs de football, elles peuvent être comparées aux situations des États, dans le sens où c'est deux entités qui sont immortelles. À la différence d'une personne qui doit rembourser sa dette de son vivant, les clubs de football et les États, ils ont des dettes immenses qui ne pourront jamais rembourser vraiment, mais c'est pas grave parce qu'on sait qu'ils vont vivre éternellement. Du coup, ils peuvent s'endetter et puis consentir à des prêts pour rembourser leurs dettes et puis rembourser une partie de leurs dettes et puis à nouveau s'endetter, comme ça, ad vitam aeternam. Du coup, lorsqu'il s'agit des grands clubs, la dette, on s'en fiche un peu. C'est pas très important, c'est pas très pertinent ce qui concerne leur survie. De toute façon, ils vont survivre. De toute façon, ils vont pouvoir contracter de nouveaux prêts, s'endetter davantage parce qu'ils n'ont pas une durée de vie limitée dans le temps. Alors, ça peut nous paraître immoral, ça peut nous paraître pas du tout éthique. Là, je vous parle d'un point de vue économique. Il n'y a pas trop à s'en faire pour les grands clubs, même s'ils sont très endettés. Généralement, ils trouvent toujours une façon de s'en sortir. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que les clubs allemands, ils ont vraiment à cœur de ne pas être endettés. C'est des clubs qui sont très rarement endettés. Mais un club comme le Bayern, par exemple, si demain il décide de s'endetter à hauteur de 200 millions pour acheter Mbappé, il deviendrait absolument injouable, il gagnerait énormément de titres et il n'aurait aucun problème à rembourser cette dette dans le futur. Donc on voit en fait comment les clubs utilisent leur statut spécial pour s'endetter toujours plus, acheter de grands joueurs, consentir à améliorer leur stade, c'est pas quelque chose qui leur porte préjudice, le fait d'être endetté, à moins de gérer les choses vraiment n'importe comment, comme le Barça, et là de se retrouver menacé. Mais même avec ça, on trouve toujours une solution. En revanche, pour ce qui est des petits clubs, là c'est vraiment différent. Pour les plus petits clubs, il y a un vrai danger. Le danger en fait d'être trop endetté, de ne pas pouvoir rembourser et de disparaître, de faire faillite. Un club comme Burnley, qui a actuellement 80 millions de dettes en livres, ça va être très difficile de générer assez de profit pour rembourser cette dette. Et s'ils descendent en Championship, là, vraiment, la situation serait très mauvaise. Moins de revenus, toujours la même dette à rembourser. Comment est-ce qu'on fait? C'est ce qui est arrivé à Sunderland ces dernières années. Un club dans une mauvaise situation financière, un propriétaire qui refuse d'investir de l'argent, on descend de division en division. Situation toujours plus catastrophique. Un club comme Newcastle aussi doit faire assez attention à ça. Pour les petits clubs, vraiment, être trop endetté, c'est un problème. Et c'est pour ça que le fair play financier est intervenu il y a quelques années. On a beaucoup tapé sur le fair play financier parce qu'on l'a toujours analysé par le prisme, au travers du prisme des grands clubs. Mais en ce qui concerne les petits clubs, je suis d'avis que ça a permis d'éviter certaines disparitions, certaines faillites. C'est une mesure qui, pour les petits clubs, les clubs moyens qui ne sont pas des mastodontes, avait du sens. En conclusion, je dirais que dans le cas des grands clubs, il n'y a pas trop à s'inquiéter de leurs dettes.
même si elle est gigantesque, dans la très grande majorité des cas, c'est quelque chose de maîtrisé. Ils ne vont pas disparaître, ils ne vont pas faire faillite. En revanche, dans les cas des plus petits clubs, là, il faut faire attention, surtout si ces clubs n'arrivent pas à être bons sur le terrain, surtout si les objectifs du terrain ne sont pas remplis, qu'on descende de division en division ou qu'on s'endette pour, je sais pas moi, accéder à l'Europe et qu'on n'arrive pas à accéder à l'Europe. Le cas de Valence, par exemple, est un peu alarmant ici. Et puis une deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est que pour toutes les raisons que je vous ai exposées dans cette vidéo, il faut prendre un peu de recul lorsqu'on nous parle de la dette des grands clubs dans les médias. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que je me serai bien expliqué. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que ça m'énerve toujours un peu quand on compare des choses qui ne sont pas comparables, quand on utilise ces chiffres un peu n'importe comment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, ça fait longtemps que je ne le disais pas ça. Et nous on se retrouve, comme d'habitude, dans une semaine, dimanche, 10 h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!